pense qu'il y a une prise de conscience des gens. Est-ce qu'ils ont pris conscience eux-mêmes ou est-ce que leurs actionnaires, les assureurs, etc. les ont forcés à prendre confiance? Mais en tout cas, prennent conscience qu'il y a un enjeu de sécurité. Maintenant, on a des clients qui nous demandent explicitement on voudrait du SOC. Ils savent ce que c'est. Ils l'ont déjà vu écrit, ils savent ce que c'est. On a pris un indicateur qui est pas mal, qu'on aime bien. C'est le nombre de tickets par nœud chez notre client. Combien il y a eu de tickets dans le trimestre. Et on divise par le nombre d'ordinateurs qu'il a. Et on dit que cette valeur doit rester inférieure à 2. Si on a plus de 2 tickets par device, on se dit qu'il y a un problème. Bienvenue dans Entre deux tickets et aujourd'hui on a Grégory d'Itaïa. Bienvenue. Merci. On est très heureux de te rencontrer, enfin de t'avoir ici sur le podcast, Ouais, parce que oui c'est ça, on te voit très souvent sur les événements. T'es apparu pas mal de fois sur le site web de BMSP, etc. Donc voilà, c'est cool, on va pouvoir discuter de pas mal de sujets ici. Peut-être est-ce que tu peux te présenter un peu ta société pour commencer? Oui, bien sûr. Alors je suis Grégory, je suis le directeur général de Itaïa. Itaïa, c'est un MSP, même un MSSP. C'est le gros mot est dit. Maintenant, on peut y aller. Et du coup, on a ouvert fin 2019, début 2020. Une bonne année pour entreprendre. Une bonne année, un petit Covid, tout ce qu'il fallait. On a décidé d'oublier le Covid. Maintenant, c'est de l'histoire ancienne. Et du coup, maintenant, ça fait donc 6 ans d'exploitation à peu près. On est 8 collabs. On était très généraliste, on a tendance un peu à se trouver une verticale. Et on est très content du résultat. En fait, moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est je t'ai jamais posé la question, pourquoi. Alors, si je t'ai posé la question, j'ai pas retenu la réponse, mais pourquoi Itaïa? Alors, Itaïa, c'est le IT de IT, et le AIA, c'est architecte ingénieur associé. Ah, ok. Donc c'est un petit jeu de mots. Donc, voilà, c'est comme ça En fait, on s'est dit que pour faire fonctionner un SI moderne, il fallait à la fois, évidemment, des bons outils de chez BMSP. Évidemment. Il fallait aussi une bonne architecture chez nos clients. Hein. Moi, je suis architecte de formation, architecte IT, pas architecte de bâtiment. Hein. Et du coup, des ingénieurs aussi pour que tout tourne. Voilà, donc le nom nous paraissait couler de source. Voilà. En plus, ça sonne bien. Ouais, on finit souvent en Italia. Ah oui. Mais ça va. On n'a pas. Le nom est relativement libre. C'est quoi un peu ton parcours, toi, comment t'es arrivé un petit peu dans ce métier? Alors, comment je suis arrivé dans le métier? En fait, j'ai toujours été passionné d'informatique depuis que je suis tout petit. En fait, j'avais la chance que mon père aimait ça. Et du coup, on avait toujours des ordi à la maison, des imprimantes, des machins, des trucs. Donc, j'ai commencé à bricoler, etc. Et arrivé au moment fatidique de devoir trouver un métier, j'ai choisi de faire de l'informatique. On m'a d'abord dit que j'étais pas très bon en maths et que l'informatique c'était que des maths. Bon, du coup, j'ai toujours pas compris pourquoi, mais bon, a priori, voilà, peut-être pour calculer la TVA. Et donc du coup, j'ai fait un bac professionnel en alternance dans une super entreprise. Ensuite, j'ai continué, j'ai fait un BTS, toujours dans la même entreprise. Et ensuite, j'ai fait mon master, toujours au même endroit. Je suis resté là-bas pendant 4 ans après mon diplôme. Ensuite, j'ai eu une autre expérience chez un MSP que j'ai aussi aidé à transformer vers le modèle MSP. Hein. Et ensuite, Marin a fondé Itaïa et moi, je l'ai rejoint. Voilà. Ok. Comme ça que ça s'est fait. Ok. Et tu l'as rejoint du coup au départ ou comment ça s'est fait? 4 mois après la création. Ok. C'est juste le temps de me libérer. Donc Marin, c'est ton associé. Comment ça se passe? Tu la rencontres comment? C'est quoi un petit peu l'histoire? Alors Marin, je le connais de notre ancien employeur. En fait, Ouais. on se connaissait pas avant. On a quand même bossé, je crois, 8 ans ensemble. Donc du coup, on se connaît bien. Et après, on a décidé de se marier. Parce que mine de rien, être associé, c'est un peu... C'est clair. C'est un peu comme un mariage. Hein. Ah oui, non. C'est beau. Non, c'est pas un vrai mariage. Mais un peu mais quand ouais, même. Ouais. effectivement, je pense que l'association en entreprise, en fait, c'est un peu comme une association dans une famille, en fait. C'est que chacun a ses spécialités, les trucs qu'il aime, les trucs qu'il aime pas, etc. Et en fait, je pense qu'on s'est bien trouvé parce qu'il faut toujours un oui et un oui mais. Donc là, on les a. Et Alors qui est qui du coup? Hein? Qui est qui? Moi, je suis plus le oui et on va rajouter, oui et on va rajouter. Et Marin est un peu oui mais. Et on s'est aussi bien trouvé parce que moi, j'ai horreur de l'administratif.
J'essaye pas de comprendre, mais je comprends rien aux congés, aux tickets restaurants, aux machins, aux trucs, aux impôts. Et merci Marin, franchement, parce que j'ai pas envie de le faire. Donc on s'est très bien trouvé, je pense. Et donc, il te propose de le rejoindre assez rapidement, quoi. Ouais, assez rapidement. Et puis moi, j'avais envie de changer. J'avais envie de mettre la vision que j'avais, c'est-à-dire MSP full stack. J'avais pas envie d'offres à tiroir. En fait, on voulait supprimer tous les tiroirs pour avoir une ou deux offres. Alors, je sais que tout le monde dit 3, avec une offre un peu moins intéressante au milieu, mais bon, on en a 2. Et vraiment, j'avais vraiment envie d'entreprendre ça et de choyer un peu les salariés. En fait, on s'était dit que si on faisait un truc un jour, fallait que ça soit vraiment très très bien. Et du coup, on a perdu personne en route, ni salarié, ni client. Donc on se dit que, a priori, on ne peut pas être trop loin de la vérité, quoi. Enfin, celle qu'on s'est imaginée en tout cas. T'as dit un truc intéressant tout à l'heure, c'est que du coup, t'as aidé la boîte où t'étais avant à se transformer en MSP. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce monde-là, tu le connais depuis en fait longtemps et comment t'es un peu tombé là-dedans? En fait, c'est dans ma toute première entreprise pendant que je faisais mon diplôme. J'ai découvert un outil qui s'appelait, c'était Hungdog. Comment ça s'appelait? Oui. Je crois que c'est Randog. C'est un des premiers RMM, non? Ouais, exactement. Ouais, ouais. Ça, c'est les vétérans du MSP, ils connaissent ça. Ouais. Ça, c'est vraiment les vrais, tu vois. Ouais. J'ai découvert ça et je me suis dit, mais c'est génial parce qu'en fait, nos clients nous appelaient quand il y avait déjà le feu. C'était trop tard. En fait. On savait pas ce qui se passait. On savait pas quelle était l'étendue de leur parc. On connaissait rien. Et donc, du coup, j'ai trouvé ce truc-là. Et mon premier patron, je lui ai un peu forcé la main à lui dire, en fait, les clients, même s'ils payent les interventions, il faut leur faire payer un petit fixe mensuel pour que l'outil nous coûte rien. En fait, en gros, c'était ça. On leur vendait quasiment à prix coûtant, mais nous, on savait ce qui se passait. Donc ça, c'était vraiment le premier truc, et on faisait des interventions à l'heure, à la journée, etc. Et donc après, j'ai changé d'entreprise. J'ai continué avec le même outil. Hein. Et t'es arrivé avec cet argument, du coup, dans cette entreprise, en gros, t'étais arrivé pour faire ça dès le départ ou? Non, ils avaient déjà un truc de monitoring, mais Ouais. à part le monitoring, il n'y avait pas grand-chose, en fait. Hein. Il y avait le monitoring, et puis après, ils faisaient les factures à la main, les contrats à la main, enfin, tout était vraiment très manuel. Et après, j'ai rencontré Autotask. Et du coup, là, on s'est dit, ouais, il y a... Le deuxième mariage. Deuxième mariage. Et on s'est dit, ouais, il y a un coup à jouer quand même, parce qu'en fait, les deux outils peuvent communiquer. Ça nous permet de gérer les contrats, les contacts. Enfin, ça nous permet en fait de tout faire comme un ERP, quoi. Et on s'est dit, ouais, ce truc-là, c'est génial. Donc, du coup, on a mis Autotask. Et après, on a commencé un peu à globaliser les offres. En fait, au lieu de faire des offres à tiroir, on a fait une offre un peu plus MSP avec, je sais pas, le monitoring, l'antivirus, le machin, enfin, vraiment des trucs de base. Et du coup, c'est comme ça que ça a démarré. Ouais, ça fait un moment. Vous aviez implémenté Autotask avant même qu'on s'y intéresse, je crois. Ouais, en fait, je l'avais découvert grâce à... C'était Cassie, la commerciale de Autotask en France. Ouais, Assi. Assi. Ergin, Ouais. qui était en UK et qui était francophone, ouais. Ouais. Et donc, bah voilà, j'ai découvert ça comme ça. On a continué comme ça. Et donc, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ça fait plus de 11 ans, je pense. Bah 13 ans, peut-être, ouais. Ouais. ça les petits rides pour la caméra. Et les rides du MSP. Et bah, du coup, quand on a ouvert Itaya, c'était une évidence qu'en fait, on voulait des outils, qu'on voulait les mêmes outils. En fait, on se voyait pas travailler autrement qu'avec ces outils-là. C'est vraiment, pour nous, c'est la simplicité, c'est le fait que tout soit stacké. Enfin, on se voyait pas faire autrement, vraiment. Et donc, on a continué comme ça. Et Quand vous faisiez les offres où quelque part l'agent était revendu, c'était en quelle année ça? C'était 8 plus 6, 14, c'était il y a 15 ans, 16 ans, je pense. Toi, t'es bon en maths finalement. Ouais. C'est vrai que t'as réussi à faire ce métier finalement. Ouais,
Ouais, 15 ans, 16 ans, c'était dans les premières MM en France et c'était une offre un peu récurrente, quoi. Facturée de manière mensuelle. Ouais, on leur facturait, je sais pas, le monitoring, je sais pas, ça devait être, je sais même pas si c'était des francs ou des euros, mais bon, bref, en fait, on leur faisait une petite facture mensuelle Ouais, pour payer les outils. Et en fait, ce qui était un peu bizarre, c'est qu'en fait, on leur faisait une facture mensuelle avec les outils juste pour que ça rentre dans nos coûts. Après, on leur faisait une facture des interventions. Tous les ans, on leur facturait l'antivirus. Tous les trimestres, on leur facturait, je sais pas, les licences du VPN. Enfin, c'était c'était très compliqué pour nous. Et je pense que pour le client, c'était aussi compliqué à comprendre, en fait. Il recevait une facture, il savait pas trop ce que c'était, etc. Donc, du coup, c'est vrai que l'offre packagée, c'est quand même le top, quoi. Et du coup, si tu prends Itaya et là, c'est quoi la différence Itaya, c'est un peu l'itération après plusieurs itérations. C'est quoi les fondations d'Itaya? Comment vous avez conçu ça en tant qu'architecte? En fait, ce qu'on voulait, c'était vraiment une offre où il n'y a pas de tiroir et que le client comprenne ce qui lui est facturé. Hein. Donc, en fait, on a deux offres. On multiplie le prix de notre pack par le nombre de postes et c'est la facture du client. Et dedans, on vient lui fournir tous les outils. Alors lui, il s'en rend pas compte des outils, en fait, c'est plus pour nous. Mais en fait, on va avoir tout ce qui est inventaire, on va avoir l'antivirus, on va avoir la sensibilisation. Vraiment, il a pas à se soucier de quelque chose. Et ce qui est bien dans l'offre, c'est qu'en fait, même s'il veut pas de quelque chose, par exemple la sensibilisation, il en veut pas, il paye quand même le même prix. Hein. Du coup, il n'y a pas de tiroir, en fait. Nous, on fournit un stack de services. Si lui n'en veut pas, tant pis pour lui. Hein. Il y a quand même des services qui sont obligatoires. S'il veut pas de l'antivirus, malheureusement, on pourra pas continuer. Mais des fois, les gens, ils ont déjà un outil de sensibilisation ou ils préfèrent le faire eux-mêmes, etc. On force personne, mais on maintient le prix. Et si il dit j'en ai pas besoin, c'est quoi votre réponse en fait? Parce que vous êtes gentil, mais je paye un truc, j'en ai pas besoin. Enfin, c'est ce qu'il va dire, hein, bien sûr. Est-ce qu'il regarde ligne par ligne comment vous le faites? En fait, c'est écrit dans son contrat, mais en fait, lui, techniquement, il le voit pas. Il voit qu'il paye un pack, on l'a appelé Itaya Care. Il paye ça, et puis en fait, il se demande rarement ce qu'il y a dedans. Pour eux, ce qui compte, c'est que ça marche, qu'ils se sentent en sécurité. Et après, les détails, ils vont pas trop aller regarder, je pense. Combien d'itérations vous avez fait sur cette offre-là? Est-ce que vous avez tout de suite démarré avec ça et aujourd'hui vous êtes tout le temps toujours sur la même base, ou est-ce que vous l'avez remodelé, vous le remodelez régulièrement? Ouais, en fait, on n'était pas parfait dès le début. Effectivement, au début, on avait deux offres. On avait une offre un peu moins chère qu'on n'a jamais vendue. On a toujours vendu l'offre la plus chère des deux, malgré qu'on en ait que deux. Et du coup, on s'est dit, mais si on la vend pas celle-là, on va l'enlever et on va en rajouter une encore plus chère. Donc du coup, en fait, globalement, on a deux offres. La grosse différence dans les offres, c'est qu'il y en a une où il y a le SOC, l'autre, il n'y a pas le SOC. En gros, on a un package de services de base et l'offre la plus onéreuse, il y a le SOC. C'est vraiment la seule différence. Du coup, elle s'appelle Itaya Care plus SOC, tout simplement, comme ça. Voilà, donc on a fait un changement en 6 ans. On a quand même lancé une démarche de qualité ISO 9001. Donc du coup, on a des KPI où on va regarder ce qu'on vend, à qui on le vend, pourquoi on le vend, etc. Pour essayer d'avoir un produit qui est toujours dans le mood du marché, en fait. En fait, on se dit on a un produit qui est bien, mais peut-être que demain, il ne le sera plus. Donc du coup, on fait des mesures, on fait des réunions, et puis on se pose les bonnes questions pour se dire, est-ce que je fais un nouveau service? Est-ce que je rajoute gratuitement le nouveau service dans mon offre, etc. Donc ça, c'est vraiment réfléchi, mais bon, un changement en 6 ans, on se dit qu'on n'est pas trop mal. Comment tu fais un peu cette veille-là? Parce que c'est vrai que quand tu es dans le feu de l'action, peut-être des choses que tu peux vite voir passer. En fait, comment on fait cette veille-là? On a la chance d'avoir BMSP, du coup, qui fait la veille des produits. Donc du coup, moi, quand je viens aux conférences, etc., et qu'il y a des nouveaux produits, je me dis que si nous l'ont présenté, eh ben, on doit pas être les premiers à être demandeurs. Hein. Donc du coup, on va aller étudier un peu le produit, etc. Et vu qu'on a quand même pas mal de prospects, on étudie le marché comme ça, en fait. Ils nous disent, tiens, il y a un concurrent, il m'a proposé ça, vous le faites pas, etc. Donc du coup, on a la double veille, la veille du marché par nous, la veille des produits par BMSP, et avec ce petit mélange-là, on arrive à avoir un produit qui est toujours, entre guillemets, à la mode, quoi. L'idée, c'est qu'en fait, ils n'aient pas besoin d'aller voir ailleurs. C'est vraiment l'idée générale. Voilà, one stop, et puis on leur donne tout ce qu'il faut, quoi.
Et sur les offres, tu disais, voilà, j'avais une offre là et là. L'offre la plus basse, tu l'as enlevée pour en rajouter une plus haute. Exactement. C'est ça, ouais. Donc, du coup, c'est quoi l'impact? C'est facturer plus cher petit à petit par utilisateur? C'est ça l'impact au niveau chiffre d'affaires? Non, en fait, vu qu'on avait que les clients qui avaient l'offre la plus chère des deux, Ah on oui, les a, on on est les a passé- laissés comme ça. Ouais. Et les prospects, on leur propose maintenant soit la moins chère, soit la plus chère. Sachant que, encore une fois, on vend la plus chère. Ah ouais, ok. Oui, en fait, je pense qu'il y a une prise de conscience des gens. Enfin, est-ce qu'ils ont pris conscience eux-mêmes ou est-ce que leurs actionnaires, les assureurs, etc., les ont forcés à prendre confiance? Mais en tout cas, ils prennent conscience qu'il y a un enjeu de sécurité. Et du coup, maintenant, on a des clients qui nous demandent explicitement, on voudrait du SOC. Ah oui. Ils savent ce que c'est, quoi. Ils savent ce que c'est. Ils l'ont Déjà, déjà c'est- vu écrit, ils savent ce que c'est. Alors que, je sais pas, même il y a 1 an ou 2 ans, Oui. c'était inconcevable, quoi. Alors, des gros opérateurs savaient, mais Ouais, des petits savaient pas. Et je pense que maintenant, on commence de plus en plus à leur demander, donc ça peut être l'actionnariat ou ça peut être assurantiel, mais en tout cas, on leur demande. Et ils arrivent, ils savent de quoi on parle. Et donc, du coup, vu qu'ils savent de quoi on parle, ils viennent nous voir pour ça, et du coup, on a le produit qui est tout fait, donc Ouais, c'est Parfait. parfait pour eux. parfait pour nous aussi. C'est clair. Et votre démarche, du coup, elle est quand même d'être un peu leader. C'est-à-dire, t'attends pas que tout le monde ait mis de base telle brique pour y aller. T'essayes d'avoir un coup d'avance ou je me trompe? En fait, on n'essaye pas forcément d'avoir un coup d'avance, mais on a une verticale qui est les entreprises de la finance. Ok. Du coup, eux, ils ont un régulateur. Un régulateur, c'est quelqu'un qui vient vérifier, contrôler ce qu'ils font. Donc, selon leur taille et leurs activités, ils sont soit contrôlés par l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers, soit par la CPR, c'est le contrôle prudentiel de la Banque de France. Donc, du coup, ces gens-là, ils ont des obligations. Et du coup, il y a longtemps, il y a même pas 5 ans, ce qu'on leur demandait, c'était déclaratif. Donc, on leur envoyait un papier, ils déclaraient que tout va bien, et tout allait bien. Je jure que j'ai tout mis en place. Voilà. Je vous jure, tout va bien. Du coup, maintenant, c'est plus déclaratif. C'est basé sur la preuve. Alors, du coup, les preuves, il faut les avoir. Hein. Et vu qu'on a ce marché-là, en fait, au fur et à mesure qu'on fait des audits avec nos clients, on se pose toujours la question, on se pose les questions avec les auditeurs, avec le client, etc. Et on essaie de rajouter les briques qui manquent. Hein. Donc, on a vu naître dans tous les questionnaires SOC, avez-vous un SOC? Bien sûr. Bien sûr, on a un SOC. En fait, voilà, on a vraiment fait comme ça. Et on s'aperçoit qu'en fait, on a d'autres clients qui ne sont pas financiers, qui finalement, 3-4 ans après, arrivent avec les mêmes demandes. Parce que leur assureur leur a demandé pour que ça coûte moins cher, ou etc. Donc, en fait, le coup d'avance, en fait, c'est un peu le hasard et le résultat des réunions qu'on fait avec nos clients, les QBR, etc. En fait, le marché s'éduque avec le temps et vous avez déjà une réponse Oui. adaptée à ça, en fait. Exactement, ouais. Donc, C'est très cher d'éduquer un marché. Donc, quand c'est les autres qui le font pour toi, c'est C'est moins cher. voilà, pas mal. c'est les régulateurs qui le font finalement. clairement... Et en fait, j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'en fait, c'est vrai que des fois, les gens ils trouvent ça un peu compliqué, etc. Mais il y a un moment, faut quand même se poser les bonnes questions, et ces questions-là, ils se les posaient pas tant qu'on les y obligeait pas. Donc maintenant, ils sont vraiment obligés de se poser les questions, et notamment dans Dora, il y a quand même une grosse partie où en fait, il faut que la direction soit impliquée dans la cybersécurité. Alors qu'avant, ils en avaient rien à faire, quoi, carrément. Donc maintenant, ils sont vraiment obligés de s'y intéresser, de mettre du budget, etc. C'est un Donc, très bon timing, du coup, pour des boîtes comme la tienne, parce que c'est ton pile bon moment, t'es déjà équipé. En fait, on est déjà équipé, donc les nouveaux souvent ont tendance à souscrire l'offre avec le SOC. Mais on a aussi tous les autres qui sont déjà chez nous et qui ne l'ont pas. Et du coup, en audit, avez-vous le SOC? Bah non. Et moi, je suis là, donc je leur dis, en fait, vous l'avez pas, mais en fait, on peut juste appuyer sur un bouton, hein, et on peut vous le mettre. Donc voilà, on est prêt. Peut-être qu'il va encore se passer quelque chose et qu'on va découvrir quelque chose et qu'on va devoir enlever, une fois qu'on aura basculé tous nos clients sur l'offre la plus chère, peut-être qu'il y aura un autre truc que le SOC. Je vois pas trop ce qui pourrait arriver, mais Oh, on va trouver. Ouais, Ah, mais je on va pense qu'il y a trouver. toujours des enjeux. Ouais. Ouais, il y aura peut-être d'autres produits, et donc du coup, on pourra enlever notre
trois fois moins cher et puis peut-être retrouver encore autre chose pour rester toujours dans le mood du marché, quoi. On m'a parlé d'IA, après je sais pas ce que c'est, mais peut-être que ça peut être une piste. Hein. Ouais, l'IA, ouais, mais En fait, sous le quelle besoin forme? reste flou un peu dessus. C'est comme on l'utilise un peu. Il y a des problèmes un peu de sécurité. En même temps, c'est pas trop. Oui, voilà, on sait pas trop où T'empêches vont les les gens données. Ouais. d'utiliser. Ils l'utilisent quand même. Moi, l'IA que je trouve C'est- bien, c'est l'IA qui est, enfin, ChatGPT, j'aime bien aussi, on va pas se mentir. Mais j'aime bien l'IA qui est déjà intégrée dans les produits. Par exemple, il y en a dans Autotask. Enfin, ça permet de trier les tickets, réécrire les tickets sans faute d'orthographe. Enfin, et du coup, c'est déjà intégré. Il y a aucune action à faire. On appuie sur le bouton, ça marche. Et cette IA-là, j'aime bien. Après, ça s'éparpille peut-être un peu, mais je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, je vois pas comment, en tant qu'MSP, je pourrais monétiser de l'IA chez mes clients. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Enfin, soit les sécuriser, soit monétiser. Mais du coup, je vois pas trop ce qu'on pourrait Il y a leur des apporter. débuts de réponse, je crois, qui sont en train un peu d'émerger, des gens qui testent un petit peu des choses, et de nouveaux termes aussi qui apparaissent. Le MIP, Managed Intelligence Provider. Donc ça, c'est tout nouveau. Et moi, j'en avais jamais entendu parler. Mais on commence à avoir, notamment aux US, c'est le marché le plus mature, sur comment je monétise de l'IA pour mes clients. Mais c'est tout nouveau. Mais après, sur des... M'intéresse. Ouais. Bon, après, j'ai la chance d'avoir un associé qui fait beaucoup de veille, donc je prends les choses qui m'intéressent. Mais oui, c'est des leviers de productivité. Après, sur l'industrie de la finance, c'est vrai qu'il y a peut-être des enjeux de sécurité. Ça, je les maîtrise pas encore, mais comme tu dis, ça va vite. Ouais. Parce que je pense, dans ces métiers-là, tu peux gagner beaucoup de temps avec l'IA, donc elle devient très intéressante. Mais en même temps, c'est des données hyper sensibles. Donc, faut pas faire n'importe quoi non plus, quoi. Bah oui, bah, de toute façon, nous, nos clients, quand ils nous posent la question à l'heure actuelle, vu qu'on a beaucoup d'environnements full Microsoft, on leur dit que pour rester dans leur silo, avoir une espèce de verticale pour leur IA, Copilot nous semble là, mais c'est pas la plus performante, mais en tout cas, je pense que pour eux, vu que leurs données sont déjà là, bah, ça me semble le plus intéressant. Bien sûr. Après, je pense que eux aussi, ils ont des outils métiers qui sont en SaaS, etc., qui vont peut-être être aussi boostés à l'IA. Et après, il faudra peut-être trouver une IA qui arrive à faire le lien entre toutes ces choses, quoi. Mais oui, si on peut devenir fournisseur d'intelligence artificielle, ça peut être bien, hein. Il y a du potentiel. Avec un Pay-as-you-go à la Azure, on sera très bien, hein. Et là, tu parlais de l'industrie financière. Tu dis que c'est une verticale. Comment t'es tombé dedans? C'est par hasard, par opportunité Parce que tu as dit tout à l'heure que vous êtes verticalisé avec le temps, en quelque sorte. Ouais, on s'est verticalisé avec le temps. En fait, on a un de nos clients qui est déjà de bonne taille et donc qui est relativement connu sur la place de Paris, qui nous a rejoint en 2021, je crois. Et du coup, il y a des salariés qui sont partis, des RSSI, etc., qui changent de poste, en fait. Et en fait, à chaque fois qu'ils changent de poste, ils nous appellent. Donc du coup, ils arrivent dans une boîte, ils nous appellent, on vient, ils rechangent de boîte, et ils nous rappellent. Ouais. Et du coup, il y a aussi il y a aussi des groupes de travail. Et du coup, eux, ils sont membres de groupes de travail. Et du coup, ils parlent de nous, etc. Et il y a beaucoup de coup, bouche-oreille, voilà, en fait. du coup, que du bouche à oreille, en fait, finalement. C'est un petit milieu, finalement, là-dessus. C'est un petit milieu, donc ce qui est bien, c'est que bon, là, le bouche-oreille commence un peu à s'épuiser. Mais ça a bien marché pendant 5 ans. Et du coup, on est très content d'avoir cette clientèle-là qui est exigeante. Et du coup, ça nous permet, nous, d'avoir des offres un peu à la pointe du truc. Et là, on aimerait bien renouveler un peu quand même, malgré que cette verticale est très très bien. Et vu que le monde est petit, on se dit que c'est aussi une verticale. Bah, une verticale, c'est aussi dangereux, hein. C'est que si jamais il commençait à y avoir des problèmes dans nos prestations, etc., ça pourrait aussi aller très vite dans le sens contraire. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'être rigoureux et vraiment de faire les choses bien, quoi. Ouais. Souvent on dit quand tu montes, tu vois les gens quand tu montes, mais tu les revois quand tu redescends aussi. Ouais, exactement. Ouais. Donc vrai. on préfère avoir quelque chose qui est très très sérieux, pas de frustration. Enfin, on essaye vraiment de les choyer. Et en fait, en les choyant, mine de rien, eh ben, ça permet qu'ils nous rappellent. Ils changent de boîte. Dire quelqu'un qui est embauché depuis 2 mois, ils sont 60 salariés et qui dit à son patron
bon, l'IT, c'est pas ça, on va appeler Itaya. Il faut quand même pas se tromper, il faut vraiment que les gens ils aient confiance de nous confier les clés de la maison. Enfin, ça se trouve, eux, ils sont encore en période d'essai. Enfin, je me dis, faut pas se béner, quoi. Donc, Mhm. mais bon, pour l'instant, on a perdu personne en route, donc zéro faute. Hein. Mais c'est aussi pour ça qu'on avait fait ISO 9001, c'était pour maintenir un niveau de qualité et le mesurer, en se disant, on pourrait, un peu comme du monitoring, on pourrait détecter une baisse de qualité pour tel ou tel client avant d'arriver à l'échec. En fait. C'est vraiment ça qu'on s'est dit. Les signaux faibles. Ouais. Anticiper, ouais. Anticiper, ouais. C'est vraiment ce qu'on voulait. Et aussi, ça paraît bête quand je le dis, mais en fait, on a des clients, ils sont 20, et on a des clients, ils sont 270. Mais du coup, fournir le même service à tout le monde, c'est quand même compliqué. Donc du coup, on mesure tout ça. Hein. On n'a pas de VIP, en fait. C'est-à-dire que le patron de la boîte de 270, s'il appelle, il va peut-être attendre une minute, comme celle de 20 personnes, en fait. Mhm. On n'a pas de VIP, etc. Tout le monde a la même enseigne. Et du coup, on se doit de mesurer cette qualité pour être sûr que tout le monde, vu que tout le monde paye le même prix, que tout le monde a le même service. Mhm. Donc, et pour l'instant, on est plutôt bon, avec une note de enquête qualité, je crois qu'on est à 4,8 sur 5. Excellent. Oui. Excellent. Merci l'enquête qualité Autotask. On a juste traduit les questions. C'est pas très compliqué. Mais voilà, donc du coup, ça, c'est des mesures qu'on fait un petit point trimestriel, puis après un point annuel, etc. Et on s'assure que tout ça tourne correctement. Quoi. Et ça, cette démarche qualité, elle est finie, elle est en cours. Alors, on a démarré ça en 2021, je crois. Ok. On a mis 1 an à avoir la certif ISO 9001. Et après, c'est des cycles de 3 ans. En fait, il y a un gros audit de renouvellement, un gros audit. En fait. Donc là, on est dans le 2e cycle. Donc ça fait 5 ans, je crois, qu'on a certifié ISO 9001. Et du coup, vas-y. On se pose la question. En fait, ISO 9001, c'est un peu la porte d'entrée dans le monde de l'ISO. Et du coup, on se dit, est-ce qu'on tenterait pas un 27001 qui est plus dans notre métier, hein. Au niveau de taille, c'est un peu compliqué parce que vu qu'on n'est pas non plus très nombreux, on peut pas avoir quelqu'un qui fait que ça chez nous. Du coup, ça oblige à faire des audits externes, etc. Bon, le budget est quand même plutôt élevé. Mhm. Et surtout qu'on n'a encore aucun client qui nous y oblige. Donc, on se pose la question. On commence à mettre en place des choses qui nous permettraient de nous rapprocher d'ISO 27001. Mais on n'y est pas encore, en tout cas. Parce que vous l'avez fait quasiment au début de la société, en fait, 1 an après, c'est ça? Ouais, en fait, on s'est dit que si on se structurait tout de suite, ça allait peut-être nous éviter de faire des bêtises, d'avoir 20 ans de société et de se dire, bah tiens, on va appliquer un framework, on va plier la boîte en 2 pour la plier dans le framework. On s'est dit, ça marchera pas. Donc du coup, on va essayer de grossir comme ça, en gardant ça sur la tête. On avait aussi pensé au 27001 dès le début, parce que le 9001, c'est vraiment la porte d'entrée. Et du coup, on est vraiment content de l'avoir fait, quoi. Et il y a aussi un point, on s'était dit que si tout était bien fait et que tout rentrait dans les cases de l'ISO, etc., peut-être que ça se revendrait mieux. Alors, sûrement, oui. Oui, c'est sûr. Je dis peut-être, j'en sais rien. En tout cas, on a quelque chose qui est cadré, qui est quand même mesuré, etc. Donc on se dit que ça peut être aussi un... Ouais. Je pense que c'est un bon investissement. Je pense que, alors moi j'ai pas mal lu sur les bonnes pratiques dans le MSP, comment on structure les sociétés, et quelque part s'il y a un mode d'emploi, la partie process dans le MSP elle est clé, donc si quelque part il y a des process et documentés, bah, c'est le mode d'emploi, et donc c'est beaucoup plus facilement transmissible, et surtout pour moi c'est scalable. Ouais, c'est pas dans la tête des gens, c'est pas dépendant à des personnes ou au talent de personnes. Il y a dans la norme ISO 9001, tu as tout ce qui est non-conformité, donc c'est de l'amélioration continue. Je pense que ça se valorise mieux. Ouais, on a vraiment cette mécanique-là de se dire, voilà, dès qu'on a une mauvaise note ou un truc comme ça, on va ouvrir une non-conformité. On a notre responsable qualité qui va appeler le client pour savoir ce qui s'est passé, etc. Alors souvent, quand elle appelle, ils vont dire qu'ils se sont trompés de bouton. Qu'au lieu de mettre 5, 5, 5, 5, ils ont mis 0, 0, 0, 0. Pendant un moment, on avait beaucoup de réponses à la frustration. C'est-à-dire qu'en fait, on n'avait que des 5 ou que des 0.
Et là, on commence à avoir des vraies notes. C'est-à-dire que les gens vont vraiment noter, est-ce qu'on a été rapide, est-ce qu'on était bon, est-ce qu'il est content, etc. Là, on commence à avoir des vraies notes. Mais il y a toujours les frustrés qui mettent que des zéros. Oui, pour faire la part des choses. Ouais. Donc du coup, à chaque fois, on fait une petite enquête et on met en place des mesures de remédiation, etc. pour tout rendre dans l'ordre. Moi, j'ai envie de prendre le contre-pied de, ok, est-ce que c'est mieux valorisé? Est-ce que c'est pas aussi mieux scalable dans le sens où est-ce que vous avez pensé, ce qu'on appelle des build-up dans le monde du MSP, j'ai un MSP témoin, un beau MSP avec un chouette nom, une belle offre, de faire une acquisition et de mettre un confrère sur ce modèle-là. Est-ce que c'est dans les plans ou pas forcément ou c'est confidentiel, on en parlera. Non, c'est pas confidentiel. Non, on n'a jamais pensé à l'acquisition. En fait, on a une croissance qui est bien. On est à 25% par an. Donc on ressent pas le besoin d'aller racheter quelque chose. Et moi, j'aime bien alors c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais j'adore le contact client. Et en fait, je trouverais ça bizarre de rentrer une base client que je ne connais pas. Enfin, je sais pas, je suis pas à l'aise avec ça en tout cas. Bah après, peut-être que ça va changer. C'est sûr qu'il y a peut-être un moment où on va se poser la question. En tout cas, là, à l'heure actuelle, vous êtes bien comme ça. Okay. Bon, on n'a rien prévu d'acheter. On n'a pas prévu de vendre non plus. Et ce qui est bien, c'est que je trouve que le fait parce que du coup, c'est les certifications, etc., vous l'avez fait vite, dans cette optique aussi de dire, ça a de la valeur. Et en fait, finalement, c'est peut-être un mindset de se dire tout de suite, même si c'est pas, quand tu crées ta boîte, t'as pas tout de suite forcément l'objectif de la vendre, mais le fait de te mettre dans cet état d'esprit, c'est que tu vas faire les choses mieux, je pense. Ouais, il y a plein de questions qu'on se serait jamais posées si on n'avait pas fait ça, en fait. Alors, c'est ça. Il y a des gens qui vont dire oui, c'est beaucoup de paperasse, ça sert à rien, etc. En principe, ceux qui disent ça, c'est qu'ils l'ont pas fait. Et, alors, effectivement, des fois, on peut trouver qu'il y a un peu de paperasse. N'empêche que, avec le fil des années, on a trouvé des KPI à mesurer. On les mesure. Et tous les trimestres, on se pose la question avec Marin. On se pose aussi la question avec notre responsable qualité. Et tous les ans, on se pose la question avec un auditeur externe. Donc, des fois, il va nous dire, pourquoi vous avez pris ce KPI-là? C'est bête, vous auriez dû prendre autre chose, etc. Et en fait, on n'est pas enfermé, nous, dans notre mindset, en fait. On parle avec d'autres gens qui ont d'autres expériences, etc. Et surtout, pour ISO, on est obligé de changer d'auditeur tous les 3 ans pour éviter les habitudes, les amitiés, les machins. Ouais, okay. Donc, du coup, on rencontre un nouvel auditeur tous les 3 ans qui, lui, arrive avec son vécu. Souvent, ils ont la double casquette 9001, 27001. Donc, ils me disent, ouais, vous devriez faire 27001, vous n'êtes pas loin. Enfin, allez. On voit la facture, on dit, oula, du calme. Mais vraiment, voilà, on se pose les bonnes questions et avec des gens différents qui sont peut-être issus de l'industrie, etc. et qui vont nous dire, attendez, cette valeur-là, c'est bête de l'avoir pris ça. Et on dit, oui, c'est vrai, effectivement, on va changer. Enfin, vraiment de l'amélioration continue, quoi. Et t'as des... je connais pas trop, mais est-ce que tu as des grands KPI, genre 5-6, vraiment à piloter régulièrement, à tous les niveaux de l'entreprise, ou c'est par département? En fait, on a des KPI par famille de processus. On a des processus de management, de support et d'amélioration continue. Okay. Et en fait, dans chaque truc, on a des valeurs qui peuvent être soit mensuelles, soit temps réel, soit annuelles. Par exemple, le chiffre d'affaires, on le met qu'une fois par an. C'est annuel. Et des fois, on a des trucs... Et on a pris un indicateur qui est pas mal, qu'on aime bien. C'est le nombre de tickets par nœud. En fait, c'est chez notre client, combien il y a eu de tickets dans le trimestre, et on divise par le nombre d'ordinateurs qu'il a. Et on dit que cette valeur doit rester inférieure à 2. Si on a plus de 2 tickets par device, on se dit qu'il y a un problème. Et c'est par quoi la temporalité? En principe, on le fait par trimestre. 2 tickets par trimestre, par machine. La division, je sais même plus comment elle est faite. Elle est peut-être mensuelle. J'ai pas mon ordi là, je peux pas vérifier. Okay. C'est moi qui l'ai fait il y a longtemps, mais du coup, cette valeur-là, elle nous saute aux yeux. On se dit, s'il y a 4 tickets par device alors que les autres sont à 2, il y a un problème avec ce client-là. Enfin, c'est vraiment des trucs, c'est très simple, mais très efficace. Ok. Alors, je vais te poser une question qu'on m'a posée. Du coup, ça m'y fait penser, je rebondis, mais t'es sur une île déserte, t'as aucun contact avec ta société, c'est quoi les 5 KPI dont tu aurais besoin pour savoir si tout va bien? Qu'est-ce qui te viendrait à l'esprit? Qu'est-ce qui me viendrait à l'esprit 5, pas 6, 5. Le chiffre d'affaires. Ok. Très bien, le chiffre d'affaires, c'est bien. Le turnover client. Est-ce qu'il y a des clients qui sont partis? Est-ce qu'il y a des clients qui sont rentrés? Ça m'intéresserait. Le nombre de devices managés.
parce qu'en fait, on peut rentrer des clients, mais si on rentre que des 2 postes, c'est pas terrible. Hein. Et pour finir, le nombre de tickets par nœud et la note de qualité qu'on a à l'issue des tickets. Il me faudrait ces 5 là, je pense, pour savoir un peu voilà, où on en est, où on va, est-ce que tout va bien. Ok. Très axé sur la qualité. Bah, la qualité, c'est ce qui fait rester les gens. Et en fait, l'acquisition d'un client, c'est quand même relativement onéreux. Et s'ils sont là, bah, autant les garder. Surtout que s'ils sont là, ils peuvent nous en ramener d'autres, en fait. Donc, il y a le bouche à oreille, il y a les QBR. Des fois, on a des clients qui nous disent, bah voilà, ma boîte va très bien, je suis très content de vous. Mais on va pas créer une filiale, on va faire un spin-off, c'est-à-dire qu'en fait, on va créer une autre boîte complètement à côté, machin. Est-ce que ça intéresse Itaïa? Bah oui, ça intéresse Itaïa. Donc des fois, il faut aussi se dire, bon bah eux, ils vont démarrer à 10, mais c'est un démarrage. Donc du coup, on va les accompagner, hein, et peut-être qu'après, ils seront 50, quoi. Donc, et s'ils sont 50, il y aura un peu de turnover, les gens vont s'éclater, et ils vont peut-être nous rappeler. Enfin, c'est vraiment C'est ça, voilà. le réseau après qui se crée. Voilà, vraiment un effet de réseau. C'est l'essaimage, petit à petit, ouais. Et ça, dans cette industrie, c'est vraiment ça, c'est que les clients sont durs à conquérir, mais c'est aussi l'avantage, c'est que derrière, tu les gardes longtemps si tu fais bien ton boulot, quoi. En fait, ils sont durs à conquérir parce qu'ils sont de plus en plus regardants, je pense. Malgré le fait qu'on ait des références clients qui se croisent entre eux, qui discutent entre eux en disant tiens, Itaïa, c'est bien, etc. Malgré ça, les signatures sont quand même plutôt lentes. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, une fois qu'ils sont là. À peu près pour signer un client dans votre cas? Je sais pas, ça doit être 3 mois à peu près. Enfin, c'est fini le allô, je vous envoie le contrat, et l'audit, on le fera après. Ça, c'est fini. On n'a plus ça. Vraiment, les signatures sont un peu plus lentes, mais les gens y restent. Donc on peut se dire, ok, ça vaut le coup, j'ai attendu un peu, mais je l'ai. Hein. C'est vraiment une bonne verticale, on est très content de ça et on va essayer d'y rester. Comment t'insuffles ce côté qualité aussi dans ton équipe? Parce que du coup, forcément, tu te dis, bah voilà, c'est de faire le travail le mieux possible et pour l'instant, on n'a pas de souci. Mais du coup, à mesure que tu grandis, bah, t'ajoutes des personnes dans l'équipe, etc. Il faut trouver les bons profils et il faut insuffler aussi ce côté, cette culture, entre guillemets, du travail bien fait. Bah, la culture, ils l'ont au quotidien, en fait. Nous, on est tous, on a 2 bureaux, mais on a un bureau à Paris, un bureau à Auray. On est tous en open space, on est tous côte à côte. Donc du coup, les nouveaux qui arrivent, ils voient un peu comment on réagit avec les clients, etc. Ils sont aussi formés à la qualité, ça c'est sûr. Et tous les trimestres, on fait ce qu'on appelle un petit déj qualité. Donc on va parler qualité, indicateurs, KPI, etc. Mais on a aussi rajouté le petit déj pour réveiller un peu les gens. Et ensuite, on fait une discussion ouverte, c'est-à-dire qu'on va choisir un thème. Et je sais pas, on va faire un petit déj qualité, on va parler qualité, et après on va avoir une discussion ouverte sur l'IA, par exemple, ou des choses comme ça en fait. On choisit un thème, et chacun est libre de proposer un thème, et du coup c'est pas vraiment de la qualité, mais finalement ça se regroupe, ça fait un peu qualité, veille, enfin voilà, pour que tout le monde reste dans le même mood, et puis qu'on voit un peu à quoi ils pensent, parce qu'en fait souvent ils sont plus jeunes que moi. Je suis pas vieux, mais ils sont plus jeunes que moi, et du coup, est-ce que moi, la vision que j'ai des clients, du marché, etc., est-ce qu'elle n'est pas, je sais pas, biaisée par mon expérience ou quelque chose comme ça? Et donc, le fait d'écouter ce qu'ils disent, ça nous fait du bien, et après on fait un petit compte rendu, etc. Enfin, et c'est comme ça qu'on arrive un peu à progresser. C'est pas magique, hein, mais en tout cas, une fois par trimestre, ça coûte rien, ça nous coûte 1h30 de notre temps, et on pense que c'est une très bonne opportunité. Donc du coup, les gens, ils restent dans ce mood qualité, veille, soin du client, etc. Est-ce que c'est pas une bonne façon aussi de s'aligner avec ses équipes, quelque part, de envoyer des messages, en recevoir et rester sur on the same page, quoi? Ouais, voilà, essayer de comprendre eux ce qu'ils voient et nous ce qu'on voit, et de se réaligner, être sûr qu'ils ont la bonne vision, et que nous aussi on vieillit, du coup. Est-ce que nous on a aussi la bonne vision? Enfin, ça pourrait aussi changer comme ça. Donc du coup, ça nous intéresse vraiment dans les deux sens, quoi. Du coup, vous avez 2 bureaux? Ouais, on a un bureau à Paris, avec une capacité de 10 personnes, je crois, et on a un autre bureau à Auray, en Bretagne,
capacité de 4, je crois. À l'heure actuelle, on est 8. Okay. Répartis comment, du coup? On est 6 et 2. 6 à Paris, 2 en Bretagne. Alors du coup, la Bretagne, bon, c'est parce que Marin, il habite en Bretagne. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est qu'aussi, pour nos clients, c'est important qu'on ait un site de repli, en fait. C'est-à-dire que si demain, on pouvait plus exploiter la société parce que le bureau était fermé, on pourrait aussi tous se mettre en télétravail. Mais imaginons, je sais pas, s'il y avait un problème à Paris ou quelque chose comme ça, en fait, ça nous permet d'avoir un deuxième site de repli d'où on pourrait exploiter Itaïa, en fait. Donc, du coup, c'était important d'avoir 2 sites, ouais. Ah oui, ça, vous en parlez vous le valorisez comme ça? On en parle si on nous pose la question. Après, on pourrait très bien en fait, on a une architecture full cloud, donc on pourrait aussi très bien tous travailler en télétravail. Mais pour maintenir une cohésion et aussi rattraper les bêtises, parce que des fois, moi, je suis assis à ma place, j'entends mon voisin qui dit une bêtise, je lui dis coupe ton micro, je lui dis mais en fait, c'est pas du tout ça. Et du coup, ça, si on était tous en télétravail, on l'aurait pas. Ouais. Non, donc, c'est important pour nous d'avoir un autre site de repli. Et donc, si jamais il y avait un problème, on irait là-bas. Et si jamais il y avait un problème là-bas, ils pourraient venir ici. Hein. Et on échange quand même régulièrement. Ils viennent passer une journée là, voir les clients, etc. Donc, on a peu de clients en Bretagne. On commence à en avoir un petit peu. Mais le cœur de la finance, c'est quand même Paris 8e. Ouais. Et on est installé à Paris 8e. Ça nous permet en fait de pouvoir intervenir vite et de pas avoir une espèce de, je vais pas dire une fainéantise, mais il y a un client qui appelle à 18h pour dire ouais, mon internet il marche plus. Si j'étais au fin fond du 91, j'aurais pas envie de venir à Paris, quoi. Là, je prends mon vélo, j'y suis en 2 minutes, j'y vais. C'est aussi ça que ça apporte de. Écolo. Hein? Écolo rapide. C'est ça. C'est écolo. Après, les loyers sont pas les mêmes, on va pas se mentir, mais voilà, c'est. Le loyer, il est pas écolo. Lui. Le loyer est pas écolo, mais bon, du coup, ça nous permet vraiment d'avoir une proximité et donc de pouvoir faire ce petit service en plus. On serait loin, on respecterait nos GTR, il n'y a pas de problème. Mais là, du coup, on peut aller au-delà, en fait. On vend une GTR à 4 heures. La réalité, c'est qu'en 4 minutes, on peut être là, quoi. Encore faut-il qu'on puisse faire quelque chose. Hein. Des fois, on n'est pas fournisseur d'accès Internet. Mais bon, voilà. Ça nous permet d'être réactifs, pas loin, et d'éviter un peu le stress, transport, etc. Quoi. Mais vraiment, tout le monde est à côté. Il y a plein de choses hyper intéressantes dans ce que tu as dit, parce que même l'organisation des bureaux, il y en a qui vont préférer avoir peut-être une partie open space, bureaux fermés, ou que des bureaux fermés, ou enfin pas mal de choses comme ça. Ce côté aussi de s'installer là où sont vos clients, tout ça, c'est des choses qui se sont faites naturellement, qui se sont réfléchies. Tu vois, comment ça s'est mis en place? Parce que des fois, après, on rationalise à posteriori les choses, mais est-ce que toi, du coup, c'était ouais. Alors, t'as essayé des choses et puis tu dis, en fait, c'est pas mal pour ça, quoi. Moi, j'ai beaucoup été loin de mes clients dans des expériences précédentes, et on voyait bien quand les clients demandent une réunion, etc. Les gens n'ont pas envie d'y aller puisque c'est loin, il faut revenir, etc. Donc moi, ça me paraissait évident qu'il fallait être près des clients, proche d'eux. Ça, c'est sûr. Il y en a que ça intéresse, il y en a qui s'en moquent. En tout cas, nous, on est là et on n'est pas loin. Ça, c'est très bien. Et pour les bureaux fermés, moi, j'ai horreur des bureaux fermés. Alors, je comprends qu'effectivement, nous, notre compta est externe, donc il n'y a pas de souci, mais je comprends que le comptable, il a un bureau un peu à part, etc. Ça, c'est compréhensible. Mais même Marin, président, moi, directeur général, en fait, on est tous dans l'open space. On travaille tous ensemble. Il y a des moments de la journée où on ne fait pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va faire du support, puis l'autre à côté va faire les factures. Ça peut arriver aussi d'avoir des activités différentes. Mais en fait, le fait d'être vraiment tous ensemble, on a les réponses tout de suite. Je suis en train de faire une facture. Mais est-ce que ça, c'est vraiment fait Oui, le ticket, il est fermé. Oui, mais je te demande quand même. On ne sait jamais. Et du coup, il est à côté de moi. Donc, ça va très vite, en fait. On gagne pas mal de temps. Niveau communication, c'est vraiment top. Et je pense qu'on ne reviendra jamais en arrière. Quoi. À part peut-être des fois pour le bruit. Ça pourrait être une... ouais, c'est vraiment... Après, le bruit, ça peut être un peu fatigant, mais le téléphone sonne plus tant que ça. On a vu un peu une transformation. C'est vrai qu'avant, le support, c'était beaucoup de téléphone. On commence à avoir des gens qui font plus des tickets eux-mêmes. C'est nous qui allons les rappeler. Enfin, on est quand même moins au téléphone qu'avant.
à part avec les prospects. J'ai une question. Tu as eu l'opportunité de rejoindre un projet en cours, mais tu aurais entrepris sinon ou pas forcément Ouais, je pense que je l'aurais fait. En Ok. fait, j'avais quel âge? Ouais, je sais pas, je devais être 35 ans, peut-être, un truc comme ça. Ouais, ça doit être ça, j'ai 40 là. Ouais, 35, 34. Et en fait, je m'étais dit que c'était le bon moment. Je pense que avant, j'aurais pas été mûr. J'aurais pas eu cette vision-là que j'ai de se dire, ouais, il faut prendre soin des clients, il faut prendre soin des salariés, il faut être proche d'eux, etc. Enfin, proche d'eux, en termes de géographie. Mais du coup, je pense que ça je l'aurais pas eu avant. Ça, c'est clair. Et je pense que là, si tu me dis, ouais, on recommence, j'aurais un peu la flemme, franchement. Alors, c'est pas trop tard, hein, mais je pense que, ouais, j'aurais un peu la flemme, c'est clair. Je pense que c'était vraiment la fourchette 35-45, je pense elle est pas mal pour entreprendre. Et avant, je pense que ça l'aurait pas fait. On aurait fait un truc trop esprit start-up. Bon, ça aurait pas été une réussite, quoi. Toi, t'as monté à quel âge, BMSP? Moi, 2014, du coup, ça devait être 38 ans. Ouais. Après, j'ai entrepris avant aussi. Ouais. Moi, j'ai eu des créations, j'ai eu des échecs, et donc j'ai vachement appris, notamment dans l'association. Moi, mon parti pris, c'était d'être à deux. D'être complémentaire, c'était un peu ma question. Ouais. Mais ouais, 2014, ouais, je devais avoir 38 ans. Ouais. Je suis un peu plus vieux, et je trouve que c'est le bon âge. T'as encore, je pense que t'as assez de maturité en même temps, envie d'y aller. Après, de réentreprendre, je pense que si tu entreprends un peu plus tard, je pense que tu peux aller plus vite et moins d'efforts. Mais après, il faut avoir aussi la volonté, la vision. Je te rejoins un peu, l'énergie. Ou peut-être de faire carrément autre chose, quoi. Enfin, de te dire, ok, Oui, ouais. je suis fatigué de ça, je vais faire autre Ouais, chose, enfin, mais aussi. ouais. Après, c'est quand même, enfin, entreprendre, c'est bien. Moi, franchement, je regrette rien. Euh, Maintenant, il y a quand même une certaine lourdeur administrative. Enfin, c'est quand même, des fois, c'est quand même pas simple, quoi. Hein. Mais bon, après, Peut-être encore plus dans votre verticale aussi, où vous baignez vraiment dedans, non? ouais, mais c'est vraiment je sais pas, enfin, il y a vraiment une lourdeur administrative, documentaire, même pour les ressources humaines. Enfin, c'est vraiment, je pense que sans cette partie-là, ce serait beaucoup plus fun, en fait. Alors, je sais pas comment c'est chez les voisins. Moi, j'ai toujours resté en France. J'ai un anglais niveau CP. Du coup, je risque pas de partir. Je suis condamné à rester ici. Je sais pas comment c'est chez les voisins, mais effectivement, il y a une espèce de lourdeur qui, je pense, bloque certaines personnes qui voudraient entreprendre ou machin. Enfin, je pense qu'il y a un petit blocage. Mais le fait d'avoir un binôme, c'est quelque chose. Si tu avais à entreprendre là maintenant, tu ferais seul ou tu essaierais de recréer un binôme? Je leur ferai jamais tout seul, je pense. Ouais, un binôme. Ouais. Ouais. Non, parce que je me dis, déjà à deux, des fois, on s'est regardé à deux. Comment on fait ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Etc. Mais Ouais. on était deux. Alors, quand tu te regardes dans ta glace et que tu te dis, mais je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je vais faire? Mais personne te répond, en fait. Ouais. Donc, Se sentir seul, quoi. ouais, franchement, je pense que. Et en plus, on s'est super bien trouvé. Et donc là, on a fait un MSP et c'est clairement ce qu'on voulait faire et on regrette pas. Mais je me suis même dit une fois, ouais, si demain je fais ça, je sais pas, je pensais à un truc de restauration rapide, enfin un truc qui a rien à voir. Et je me suis dit, bah tu vois, je le ferai avec Marin. C'est bizarre, hein? Ouais, Mais vous pourtant, avez un vrai fit, en fait. Quand ouais, on voilà, parle un à tous truc les qui a deux, rien on à voit voir. qu'il y a- C'est- Il y a vraiment un fit entre vous deux, quoi. Ouais, je pense que tu peux recréer un peu la magie de l'association, mais dans un autre secteur. Pour moi, si tu Ouais, l'améliores. voilà, exactement, ouais, tu vois. Autant je me verrais pas le faire avec ma femme que je vais le faire avec Marin. C'est vraiment très bizarre, mais ouais, je pense on s'est bien trouvé. Même vision. Enfin, on bosse à peu près de la même façon, on est complémentaires. Enfin, franchement, bah, rien à dire. Top. Je pense que si tu es aligné sur les valeurs et aussi si tu mets ton ego pas au milieu de la relation, je pense que ça fonctionne plus facilement peut-être. Ouais, effectivement. Alors, l'ego, c'est quelque chose. En fait, on dirait pas comme ça, mais j'ai un sale caractère, mais de ouf. Hein. Et lui aussi. Mais lui aussi, tu vois. Et ce qui est vraiment bizarre, c'est que autant avec des gens en privé, tu sais, ça pourrait monter, puis l'autre il monte aussi, etc. Et ben là, Vous vous en alignez. fait, on a tellement pas d'ego entre nous qu'en fait, quand moi, il y a des choses qui me plaisent pas,
lui va avoir tendance un peu à s'écraser, et c'est le contraire. Quand lui, ça lui plaît pas trop, moi, au lieu de monter, je vais m'écraser un peu. Et en fait, on se régule comme ça, et pourtant, je sais pas, il y a peut-être des gens qui se seraient dit, ouais, c'est pas possible, dans 3 mois, c'est fini, quoi. Et en fait, non, pas du tout. Et on arrive à... Mais en fait, on fait même pas exprès. Ça s'annule tout seul, quoi. C'est vraiment top. Ouais, une bonne synchronicité, complémentarité. Ouais. Ok. Bon, là, ça fait 6 ans. L'amour dure 7 ans. On verra dans 10 ans où on en est. Mais a priori, bon, oui, mais vous connaissiez d'avant aussi. Ouais, Oui. on se connaissait d'avant. Ouais. Puis C'est bon. vu ce que tu viens de nous dire, que si tu devais refaire autre chose, tu le ferais avec lui. Ouais. Ça, voilà, Et c'est validé. c'est ça. Ouais, Ça bah, marche des bien, fois, et franchement, moi, je me dis, les gens qui montent des boîtes tout seuls, franchement, costaud, ou alors, faut arriver tout de suite à trouver un salarié qui fait un peu le bras droit, etc. Faut arriver à trouver ça. Mais c'est quand même pas pareil non plus. Parce que t'as quand même un moment donné où, Oui, t'as pas le même intéressement, t'as pas la même envie. ouais, c'est ça, tu peux pas partager forcément les choses de la même façon. Même si ça aide quand même beaucoup, hein, bien sûr. Mais je pense que ça. Ouais, puisque là, on peut pas s'en aller. Si, on peut s'en aller, mais c'est déjà plus compliqué, quoi. Et nouveauté de cette année, on a fait un pacte d'associés qu'on n'avait jamais fait. Ah ouais, ok. Donc, voilà. Contrat de mariage est prêt, quoi. Ça, c'est le truc que des fois, ouais, on peut avoir tendance à repousser et qu'on fait jamais. Il y a eu un truc qui a fait que vous êtes dit, allez là, faut peut-être qu'on... ouais, je sais plus pourquoi on a été C'est une obligé. discussion difficile un peu, quand même. On a été obligé de le faire. Je sais plus pour quelle raison, mais en gros, on était obligé de le faire. Ok. Oui, t'as des raisons pour le faire ou pas. Ouais. C'est Ouais, clair que nous, on n'en a pas fait. On nous l'avait conseillé, etc. Mais on a bossé ensemble et c'était tellement fluide que finalement, on n'a jamais eu le besoin. Mais il y a des utilités, ouais. Ouais, on a été obligé, je crois, par une assurance ou une banque. Enfin, on a Oui. été obligé de le faire. Du coup, on l'a fait. Après, ça nous a permis aussi, encore une fois, de se poser les bonnes questions. Là, demain, il y en a un qui disparaît. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, voilà. Hein. Moi, chez ma femme, elle m'a déjà dit, mais si un jour t'es décédé, qu'est-ce que je fais? T'appelles le marin, il va t'expliquer. C'est tout simple. Tu l'appelles lui, il sait tout, et tu te débrouilles avec lui. Et c'est aussi ça, d'avoir confiance, quoi, parce qu'il y a le pacte d'associés. C'est un papier, mais à moins d'être d'avocat, faut comprendre le truc. Hein. Même moi qui l'ai signé, je suis même peut-être pas sûr d'avoir tout compris. Donc, Une fois, on m'a dit qu'un bon associé, c'est quelqu'un, tu peux déverrouiller ton téléphone, tu lui passes, tu sais qu'il fera pas de dinguerie avec. Ah ouais, non, mais c'est sûr. C'est vraiment ça, quoi. Ouais, non, c'est vraiment... non, je pense que sur ça, on s'est bien trouvé, et je pense que tout seul, c'est beaucoup plus dur. Ouais. Parce qu'en fait, les victoires, tu les célèbres seul, et les moments difficiles, tu les vis seul aussi, quoi. Ouais, bah oui. Et des fois, c'est vrai que quand on lise sur plusieurs années, bah effectivement, le résultat, il est positif. Il y a quand même des fois où tu te poses des questions, quoi. Forcément. Il y a des zones de turbulence, oui. Ouais, des zones de turbulence, ou je sais pas, des zones où t'as plus de trésorerie, ou alors t'as besoin de trésorerie pour financer un truc. Enfin, et mine de rien, le fait d'être plusieurs, bah c'est top, quoi. Alors je sais pas, à 3, moi on m'a toujours dit il faut faire à 3, pas à 2. C'est ce Ah ouais, ok. Ouais, j'ai entendu ça. Pour qu'il y en ait un qui puisse faire basculer la décision d'un côté ou de l'autre, etc. Hein. Moi je trouve qu'à 2 ça marche très bien. 3, je sais pas. Moi, jamais essayé. Moi, je dirais pas, non. 3 actionnaires, non. Un médiateur, oui, mais c'est son rôle. Mais un troisième, tu peux être vite 2 contre 1. Moi, toujours, même dans les dynamiques de groupe, hein, même des enfants, hein, tu les fais jouer à 3. Bah, s'il y en a un qui est 2 contre 1, il y en a un qui va être exclu très très rapidement. Et ça peut vite bouger. Ouais. Moi, j'avais démarré à 3. Et c'était galère sur pas mal d'aspects. Mais bon, aussi, on tâtonnait sur d'autres choses, sur d'autres sujets, quoi. Mais quand t'es à 3 et qu'en plus l'activité elle galère un peu, que t'as du mal à trouver, etc. Oui, tu dois voter beaucoup, bah en fait c'est pas facile, quoi. Ouais, c'est encore plus compliqué, je pense. Ouais, non, à 2 c'est pas mal. Je pense qu'il n'y a pas de règle absolue, en fait, parce qu'on cherche tout le temps un peu des règles là-dessus. Il y a des gens tout seuls, ils vont aussi très très vite, ils se posent moins de questions. Enfin, ça dépend vraiment, je pense, un peu des tempéraments de chacun. C'est clair à 2, ouais, t'as cet avantage effectivement de partager les choses et tout, mais c'est vrai que par contre, peut-être qu'il y a des fois où tu vas moins vite parce que t'as plus d'échanges, tu vois. Oui, t'as plus d'échanges où l'autre il voit pas comme ça, donc du coup tu fais pas. C'est clair, quand t'es tout seul, tu fais ce que tu veux quand tu veux. Mais bon, des fois c'est pas plus mal, hein, parce que ça peut éviter des mauvais dérapages, hein, donc non, c'est. Mais je pense que travailler ensemble avant,
c'est une super expérience avant de s'associer avec quelqu'un. Ouais, je pense que ouais. Bah sinon, comment se connaître quoi. Enfin, C'est dur, hein, si tu le découvres. Est-ce que si t'avais un conseil à donner, toi du passé, que tu me dirais? un conseil à mon moi du passé. Ouais. Conclure un peu cet épisode. Plein d'enseignements, Mon moi du passé, je dirais que il faut pas avoir peur d'entreprendre. Par contre, faut bosser. Il faut bosser, bosser, bosser. Et je pense que ce qui est aussi important, et ça, je l'ai toujours fait. En fait, j'ai toujours essayé essayer de bien m'entendre. C'est faux. Je m'entends de base, je m'entends bien avec tout le monde. Et en fait, ce petit réseau que tu bâtis en fait entre guillemets en vieillissant, et ben ce réseau-là, il va toujours marcher et il va t'aider. Et je pense que ça, faut vraiment pas le lâcher. Donc du coup, ouais, je me dirais, entreprends, bosse, et sans faire du réseautage à outrance, reste bien avec les gens que tu croises. Soigne ton karma. Soigne ton karma, et en fait, tu vois, il y a des gens que tu croises pas pendant longtemps, tu vois, des fois, Fred, Thomas, on se voit pas pendant longtemps, et en fait, tu te recroises, et en fait, il y a un espèce de naturel, tu vois, qui revient, ouais, comment ça va, on parle même pas boulot des fois, on se croise, je sais pas, IT Partner, j'ai fait un webinaire la veille, je sais ce qu'il y a, tu vois, mais je viens juste dire bonjour, et je pense que ce microcosme, en fait, que tu te crées, il va t'aider, alors il va pas t'aider, il va t'aider à te sentir bien, en fait, et tu sais que si demain tu as un problème, peut-être eux, ils ont une solution, et du coup, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut garder, donc voilà. Réseau, entreprendre, et travailler, parce que même si tu as les meilleurs outils, si tu travailles pas, il se passera rien. Quoi. Ils font pas tout pour toi. Les outils font pas tout pour toi. Ils t'aident énormément, franchement. Quand je vois comment on travaillait il y a 15 ans, 16 ans, et là, en fait, en une journée, on en fait 10 fois plus. Ouais, la productivité. La productivité, elle est monstre. Là, on est 8. Je sais pas, on doit avoir 3000 nœuds. Il y a 15 ans, dans une boîte où il y avait 3000 postes, ils étaient 5 et ils étaient sur place. Nous, on n'a que des clients différents, à des endroits différents, etc. Et on les gère tellement bien qu'ils partent pas. Donc du coup, ça c'est quand même l'outil qui s'est amélioré, mais il faut quand même travailler. Et je pense qu'il faut aussi penser à former ses équipes, parce que des fois, on les oublie un peu en pensant qu'à la direction. Et si eux, ils font mal la cuisine, ça marche pas bien. Merci beaucoup, Grégory. C'était un bon moment passé ensemble. Merci d'être prêté à l'exercice. Merci de m'avoir invité. Hein. Merci à toi. À bientôt.